Conakry, 4 janvier 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Les travaux de construction du barrage hydroénergétique de Soapiti s'achèvent bientôt. Une des 4 turbines qui vont produire de l'électricité vient d'être lancée. Soapiti suscite un grand espoir chez les populations. Consolidation de la paix et promotion de l'unité nationale, la question est en débat. Ici à Conakry, les filles et femmes leaders tentent de trouver de nouvelles stratégies pour mettre un terme aux violences, surtout en période électorale. Au sommaire encore, l'année 2021 augure de nouvelles perspectives pour les artistes et compte tourner la page de coronavirus pour s'investir dans l'arène de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le barrage hydroénergétique de Soapiti prend forme. Il a récemment livré une des 4 turbines qui vont produire 450 MW d'électricité. Les experts de Soapiti dévoilent d'autres réalités du projet. Un constat, Ibrahim Khalil Diakité. En rentrant de Soapiti, ce sont en premier lieu les effets induits du projet qui retiennent l'attention. Environ 4000 employés, y compris des expatriés. Une route moderne en bitume serpente à travers ce pôle économique en devenir. L'habitat pour les communautés rurales se modernise progressivement. Le petit commerce et les autres activités génératrices de revenus se développent et améliorent les conditions de vie des populations locales. Et pas des moindres, c'est aussi une zone en pleine électrification. En revenant de Soapiti, c'est la photographie du colosse en béton lui-même qui impressionne. Coût 1,7 milliard, puissance 450 MW d'électricité, réserve d'eau plus de 6 000 milliards de mètres cubes, 18 000 tonnes de fer à béton, 400 000 tonnes de ciment. Et comme dans une relation fusionnelle avec l'ouvrage, les experts et ingénieurs de Soapiti vous parleront sans tarir des minutes et des heures durant. Ils le font avec tellement de passion et de conviction qu'ils ne vous laissent le moindre doute sur l'incidence du projet pour le pays. Les ingénieurs et experts de Soapiti font mieux. Ils vous communiquent leur optimisme de ce que le décollage de la Guinée viendra de cette zone. L'histoire de Soapiti, tout comme celle de Kaleta ou Amaria, ne sont pas qu'une histoire de barrage hydroélectrique. Ce sont l'expression d'une vision politique, l'incarnation du combat pour la souveraineté économique portée depuis seulement une décennie par le président de la République. Vous avez là l'accomplissement de ce que le professeur Alpha Condé qualifiait déjà il y a moins de 10 ans de révolution énergétique, clé de voûte de la révolution industrielle de la Guinée. Lénine définissait son système en 1920 comme le gouvernement des soviets plus l'électrification de l'Union soviétique. Le premier des soviets à cette époque croyait que l'électricité créerait un lien entre ville et campagne, que l'électrification mettrait un terme à la division entre ville et campagne, que l'électricité serait efficace contre des maux comme l'ignorance, la pauvreté et la maladie. C'était déjà vrai en 1920 avec Lénine, ça l'est encore en 2020 avec Alpha Condé. Hier comme aujourd'hui, le développement tel que le confie un expert, ce sont certes des projets et programmes, mais c'est surtout une question de vision avec grand V. Et puis ce soir, retour sur l'histoire du bassin Kunkuré. Ce fleuve abrite les plus importantes infrastructures hydroélectriques de notre pays. À quelle période le Kunkuré a commencé à intéresser les spécialistes? Quelle est l'histoire énergétique du fleuve de la période coloniale à nos jours? Quelques éléments de réponse dans ce reportage signé Mamadou Alpha Baldé. Dans les années 1920, le potentiel énergétique et économique du fleuve Kunkuré suscite l'intérêt du colon. Sur plus de 300 km des hauteurs de Mamoun jusqu'à Tanene dans Dubreka, les premières études sur le potentiel hydroélectrique du bassin Kunkuré démarrent vers les années 40 avec des entreprises coloniales. Avant 1950, les études sont déjà en avance. Le plus vieux projet hydroélectrique du pays, qui est Soapiti, prend forme. Le long du bassin, un potentiel de 1200 MW est identifié, avec 5 barrages en cascade. Le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest s'apprête à devenir l'Eldorado énergétique de la sous-région. La source d'énergie qui pourrait être à la base de l'industrialisation de la Guinée. Les 4 barrages ensemble, bon, disons,
que Garafri même, c'était une sorte de réservoir, hein, ce n'était pas prévu pour l'exploitation de l'énergie. Mais ça a été. Et Soapiti, Amaria, Kaleta, c'était pour l'industrie de la Guinée. Toutes les sociétés, nous à l'époque, en 82, on avait même, à côté des sociétés d'ingénierie qui voulaient réaliser, on avait des contrats déjà commerciaux avec General Motors qui voulaient réaliser sur le faux carter des engins. Comme disaient les Américains, la Guinée est plus proche des États-Unis que les Philippines, au lieu d'aller les fabriquer aux Philippines. À la fin des années 50, l'Afrique et le monde sont en pleine mutation. Le vent de l'indépendance souffle partout sur le continent. Après 1958, la Guinée devient un pays libre. Les 17 250 km² des eaux du Concouré vont connaître une nouvelle aventure. Sous la Première République, la réalisation des méga-projets énergétiques devient des priorités. Un ministère de l'énergie et du Concouré sera même institué sans véritable succès. En 1960, il a posé le projet d'un Concouré. Vous avez tout un tas d'histoires. Ça a duré, tourné en rond. Ça n'a pas été réalisé. Et nous avons fait le forcing en 82. Nous avons été jusqu'au bout. Après, on a trouvé qu'il y a des documents au département d'État américain qui ne peuvent pas permettre aux sociétés américaines de réaliser ce projet. Parce que le projet appartenait à la France. Pendant la Deuxième République, le fleuve sort de son long sommeil. Malgré tout, seul le barrage Garafiri, 75 MW, sera réalisé après plus de 50 ans d'indépendance. Soapiti, Kaleta et Amaria moisissent encore dans les tiroirs. 2010, la Guinée s'ouvre au monde. Des changements politiques majeurs sont enregistrés. Professeur Alpha Condé est désormais le capitaine du navire guinéen, convaincu que le véritable développement est conditionné par l'énergie. Le président de la République fait du développement énergétique l'une des principales priorités de son projet de société. À la grande surprise des plus sceptiques, Kaleta 240 MW lancé le 11 août 2011 sera réalisé en moins de 5 ans. Le projet Concouré sort de son engrenage. En janvier 2016, l'une des plus importantes infrastructures hydroélectriques de la sous-région est lancée. Moderne et intelligent, le barrage Soapiti porte définitivement le coup de grâce aux difficultés du projet Concouré. Avec l'ensemble des projets réalisés et en cours sur le système Concouré, la Guinée, sous le leadership du président Alpha Condé, est en passe de relever en un temps record un défi qui paraissait insurmontable pendant plusieurs décennies. Le bassin de Concouré, 100 ans d'histoire. Merci Mamadou Alpha Baldé pour ce reportage. Vous le savez certainement, le journal de l'an 2020 a été réalisé cette année à Soapiti, dans la préfecture de Dubreka. Cette production s'est tournée dans une ambiance très détendue entre l'équipe de tournage et l'administration de Soapiti. Mohamed Trois Camara était de la partie, regardez. À 173 km de Conakry, le barrage hydroélectrique de Soapiti. C'est le site choisi par la RTG pour la production du journal de l'an 2020. Le tournage a mobilisé techniciens, réalisateurs et journalistes dans une atmosphère détendue. Avec l'équipe qui était là, avec également l'investissement, l'implication des différents responsables, c'est vrai qu'on avait moins de soucis. Et puis cette complicité qu'on avait créée aussi entre présentateurs, ça a vraiment contribué à rassurer les uns et les autres. Parce qu'Adèle est habituée maintenant au journal de l'an. C'est vrai que moi c'était la première fois que je le faisais. Mais j'étais vraiment rassuré d'avoir quelqu'un à côté de moi qui avait de l'expérience et qui était là vraiment pour moi, quoi. Chacun a essayé de donner le sien pour vraiment donner la qualité au travail que vous avez vu à l'antenne, pour donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Donc avec l'ingéniosité de nos techniciens et puis de la direction générale, le résultat était là, tout le monde était à l'aise, le travail était bien fait parce qu'il y avait vraiment de l'engouement. Et c'était un pari assez risqué, mais Dieu merci, on a pu relever le défi. Depuis belle lurette, le journal de l'an se réalisait toujours dans les locaux de l'RTV. Mais cette fois-ci, on s'est décidé de délocaliser. On a délocalisé le journal, on est allé à Soapiti. Et ça a été un peu difficile, mais quand même avec l'expérience, nous avons pu quand même réussir.
Les encadreurs se félicitent du labeur réussi et encouragent l'équipe pour le professionnalisme. Je voudrais vous remercier très sincèrement la direction générale de la RTG pour avoir choisi le site de Soapiti comme cadre pour la production de son traditionnel journal de l'an. Au-delà du fait que votre choix nous honore tant, il est aussi l'illustration de votre engagement permanent à assurer votre vocation de média au service du développement. Délocaliser l'enregistrement du journal de l'an est une première à la RTG. Cette sortie a permis aux uns et aux autres d'en apprendre un peu plus, mais aussi de présenter les faits marquants de l'an 2020 dans un cadre idyllique à l'opinion nationale et internationale. Et puis dans l'actualité encore, audience à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi en audience les membres de l'association des écrivains de Guinée. Ils sont venus présenter à l'institution parlementaire le plan d'action de l'association pour les mois à venir et l'occasion mise à profit pour évoquer certains problèmes qui touchent les hommes de lettres. Le résumé de cette audience avec Abdoulaye Diallo. Dans cette salle historique des actes, les membres de l'association des écrivains de Guinée rencontrent le président de l'Assemblée nationale. Ils viennent présenter le plan d'action triennal de leur association. Dans l'exécution de ce projet, ils souhaitent tout d'abord nouer un partenariat avec l'institution parlementaire. On examine avec l'Assemblée les possibilités de sa participation à la promotion de la triade écrivains, livres et lecture dans notre pays. Est-ce que l'Assemblée peut jouer un rôle dans cette grande promotion? Je réponds tout de suite oui. Et nous avons ensemble examiné les méthodes, les voies et moyens susceptibles d'être développés pour aboutir à cette merveilleuse promotion. Par cette instance, ces hommes de lettres veulent ouvrir une nouvelle page dans la promotion de la lecture et de l'écriture. Une initiative qui réjouit le bureau de la 9e législature. Le président de l'Assemblée n'a pas manqué de porter à leur connaissance certaines préoccupations qui menacent même le fondement de notre nation. Ils doivent être rectifiés. Il a invité tout un chacun à ne rien ménager pour rectifier le tir pour le bien de notre nation. Il a promis fermement de s'impliquer et d'informer l'ensemble du bureau et des députés des décisions qui seront prises pour vraiment nouer un partenariat fécond avec cette association des écrivains de Guinée. Dans les débats, l'honorable Amadou Damaro Camara invite les membres de l'association des écrivains de Guinée à orienter leurs plumes sur l'histoire de la Guinée, ce qui va faciliter la transmission réelle du passé historique de notre pays à la nouvelle et future génération. Conférence de sensibilisation des étudiants sur la lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains. C'est une initiative de l'EIM en partenariat avec le comité national chargé des questions de traite des personnes et pratiques assimilées. L'exercice est de mettre fin à ces pratiques en vue de protéger la jeunesse guinéenne. Le point avec Moussa Bangoua. C'est une conférence de sensibilisation des étudiants à l'espace culturel Malick Condé. Elle porte sur la traite des êtres humains et la migration irrégulière. À travers la vidéoprojection, les conférenciers ont éclairé la lanterne des uns et des autres sur les risques liés à ces phénomènes. Je pense qu'aujourd'hui, on doit comprendre que les parents ont une grande responsabilité. Quand vous communiquez avec ces enfants, vous saurez quelles sont leurs décisions. Quelle décision l'enfant a? Est-ce qu'il veut partir clandestinement? Si c'est oui, tu sauras comment lui faire dissuader de ses idées de partir et comment on pourra l'aider. La jeunesse guinéenne peut rester chez nous ici et réussir. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit juste de fournir un tout petit peu d'efforts. Sensibilisons dans nos quartiers, dans nos familles, pour que nous restons chez nous, nous travaillons chez nous. Le but est de mettre fin à la traite des personnes et conscientiser de potentiels candidats à l'immigration clandestine. Dans son plan, l'OIM, en collaboration avec Jeunesse Secours, a sillonné les régions du pays pour une large sensibilisation des communautés.
pour 35 migrants qui sortent, qui tentent de traverser la mer pour arriver en Europe. Sur ces 35, une personne meurt. Et parmi ceux qui vont, beaucoup sont après rapatriés, après avoir dépensé de l'argent qui aurait pu leur servir de base pour commencer une activité. Le ministère du Travail et de l'Action sociale a adopté des stratégies et tout récemment on a créé une plateforme. C'est une plateforme qui vient pour appuyer le comité national de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. C'est la plateforme nationale du dialogue de lutte contre la traite et l'exploitation par le travail. Le département d'État américain accompagne la Guinée dans ce projet pour une période de 3 ans avec une enveloppe financière de 750 millions de dollars US. Consolidation de la paix et promotion de l'unité nationale dans notre pays. La question était en débat ici à Conakry. Plusieurs femmes et filles leaders des 5 communes de la capitale renforcent leur capacité sur les techniques de dialogue communautaire. L'objectif visé est de mettre un terme aux violences en période électorale. Valérie Talimanet. 800 femmes et filles leaders de la capitale apprennent les notions basiques du dialogue communautaire. Au centre des interactions, la culture des vertus de la paix dans les différents milieux de vie. Le programme devrait prévenir des conflits avant, pendant et après les élections dans notre pays. Le projet est soutenu par le système des Nations Unies en Guinée. La résolution 1325 que l'une de mes prédécesseurs a mentionné tout à l'heure reconnaît que les contributions faites par les femmes en matière de prévention et de règlement des conflits, de maintien et d'instauration de la paix ont été jusque-là sous-évaluées et sous-utilisées. Pourtant, beaucoup d'organisations formelles et informelles féminines sont des actrices incontournables de stabilité et de cohésion sociale dans nos pays. Du cadre du dialogue personnes-ressources, en passant par le choix des sujets à débattre, ces femmes et filles sont désormais outillées sur les techniques de prévention et de résolution des conflits. Au regard de tous ces bénéfices, nous les femmes leaders des 5 communes, nous nous engageons auprès de l'UNICEF afin d'impacter les communautés que nous représentons. Cela en continuant à leur parler de paix et de la cohabitation pacifique, en leur restituant les techniques de dialogue communautaire, aussi et surtout en incarnant l'exemplarité de nos attitudes de tous les jours. Après ce renforcement de capacité, ces 800 femmes et filles leaders seront déployées à travers la Guinée pour prôner la paix et démultiplier la nécessité du dialogue communautaire. Émancipation et autonomisation, 2 mots d'un grand intérêt aux yeux du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour les avoir inscrits dans son projet de société et dans le plan de développement économique et social PNDS. D'importants projets ont été orientés et réalisés en faveur des femmes et des jeunes ces dernières années. Des projets hautement appréciés par les bénéficiaires Makale Souma. Difficile d'aborder la problématique de l'autonomisation des femmes en Guinée sans mentionner les MUFA. Cette année, la mise en œuvre du programme s'est renforcée par des actions concrètes. Les mutuelles financières pour les femmes africaines ont bénéficié à des millions de Guinéens de façon directe et indirecte à travers tout le pays. Autre réalisation en faveur des femmes, le financement de certains projets agricoles, la construction de centres d'autonomisation, l'appui aux mareyeuses. À cela s'ajoutent des actions de lutte contre les violences faites aux femmes, au nombre desquelles les mutilations génitales féminines et les viols devenus récurrents. Pour plus d'actions concrètes et surtout pour la bonne mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de protection des droits des femmes, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, qui s'occupait jusqu'ici des questions des femmes, a été scindé en 2. Il en est sorti un ministère à part entière en charge des droits et de l'autonomisation des femmes. C'était courant juin 2020. La nouvelle est appréciée par la junte féminine qui voit en cette action une réelle volonté de promotion féminine. Avec ce nouveau département, l'espoir est donc grand.
Ce ministère est appelé à travailler en synergie d'action avec toutes les organisations de défense des droits des femmes pour mettre fin aux inégalités et aux différentes violations dont sont victimes les femmes. La tâche est difficile, mais pas impossible. Quant à la promotion de l'employabilité des jeunes, elle a été au cœur des activités du département de tutelle. Près de 7500 jeunes ont bénéficié d'un emploi. L'autre acquis est l'opérationnalisation du projet de la capture du dividende démographique qui a permis notamment la mise en place de 18 groupements d'intérêt économique, sans oublier le BOSEJ, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes et le programme Integra dont le financement est estimé à 65 millions d'euros. Des efforts considérables sont fournis pour l'autonomisation et l'émancipation des jeunes et des femmes. Mais au regard des défis et enjeux du pays, ces efforts doivent être multipliés pour que ceux et celles qui éprouvent encore des difficultés à s'y insérer trouvent leur salut. La sous-préfecture de Kanfarandé, dans la région de Bouquet, vient de bénéficier des projets de développement. 33 ouvrages ont été réalisés par l'ANAFIC et le FODEL. Ces réalisations sont destinées aux jeunes et femmes de la localité. Younous Atawel Kamara. Si dans un passé récent, le chef-lieu de la sous-préfecture de Kanfarandé était en manque criard d'infrastructures sociales, aujourd'hui cette cité historique de Bouquet est en train de changer d'image. Grâce à l'initiative présidentielle, à travers les fonds de l'ANAFIC et du FODEL, elle bénéficie de 33 projets de développement socio-économique. En témoigne la construction de cette école élémentaire de 12 classes et de l'aménagement de la plateforme du débarcadère. 33 projets. Nous avons bénéficié de 33 projets de développement au compte de l'ANAFIC et du FODEL. Nous remercions vivement le président de la République pour l'initiative. Notre souhait le plus ardent est que le reste des infrastructures qui restent là, que soient réalisées. Après la construction de cette belle infrastructure scolaire, les élèves de la sous-préfecture de Kanfarandé et des autres districts relevant de sa juridiction sont motivés pour y étudier. Mais les difficultés se posent avec le manque d'enseignants. Vraiment, nous sommes très contents. Vous-même, vous avez fait le constat. Les enfants sont assis aisément et à suffisamment de tables bancs. On a une infrastructure modèle. Donc, vraiment, et les enfants, et les encadreurs, et les enseignants, nous travaillons dans de très bonnes conditions. Nous évoluons en 4 ici, enseignants, qui sont titulaires. Vous voyez. Donc, c'est nous les 3 qui sont sur le terrain. Un de nous est logé loin d'ici, à quelques 7 km. Parfois, sa moto peut tomber en panne. Donc, quand sa moto tombe en panne, c'est nous 2 qui gérons ces 4 classes-là. En plus des infrastructures déjà réalisées dans la sous-préfecture de Kanfarandé cette année, grâce à l'ANAFIC et du FODEL, d'autres sont aussi en cours de réalisation. Une manière de redonner à cette cité historique son image d'antan. L'autre temps fort de cette édition, les voiries de la capitale sont à nouveau occupées de façon anarchique. Les trottoirs sont envahis par des étalagistes, une situation qui provoque le plus souvent des accidents de la circulation. Mais qu'est-ce qui engendre le retour des marchands sur le trottoir malgré la construction des murets? Suivez ce reportage, Yamokaba. Les murets pour sauver des vies. Cette initiative du ministère des Travaux publics est salvatrice même si les vieilles habitudes ont la vie dure. Sur la transversale Anta T6, l'occupation anarchique des chaussées et places publiques expose les auteurs à d'éventuels risques. Ici, la route devient un véritable lieu de commerce. Mais pour quelle raison? Vous avez vu comment on est assise? On ne peut pas vendre à l'intérieur du marché. Pas de place. Cela n'est pas dû seulement au manque de places. Vous trouverez dans plusieurs marchés, il y a des places qui sont vides dans les marchés. Mais ces femmes sortent seulement selon elles parce que c'est aux abords des routes qu'elles peuvent faire assez de ventes, qu'elles sortent sur les chaussées et occupées anarchiquement. Pourtant, au marché de Sonfonia, les mesures semblent respectées. Les femmes acceptent de rester à l'intérieur du marché
sans aucune entrave au trafic routier. Même constat en Co5, mais avec une certaine nouveauté. Les gardes communaux sont déployés sur le terrain pour dissuader et sensibiliser les marchandes. Leur défi, libérer les emprises des routes pour faciliter la mobilité des usagers. Nous sensibilisons beaucoup parce que ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Quand on les sensibilise, il y en a qui s'entêtent. C'est pas facile. Quand nous sortons, on ramasse, on envoie au commissariat le plus proche. On leur perd le temps. Nous sommes là pour rester. Partout où nous déguerpissons, nous allons laisser une équipe de tampons. Après, nous continuons. Marchands ambulants, bandeuses sur étal et mauvais stationnement des véhicules. La situation préoccupe la mairie de Matoto et interpelle les populations au respect des mesures de sécurité. Dans les 17 marchés de la commune de Matoto, l'installation des murets de sécurité et le déploiement de la police communale sont annoncés pour lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique. Yamoukawa, c'est un dossier à suivre. 2021, l'année de tous les espoirs. Beaucoup d'artistes espèrent tourner la page du coronavirus. Certains ont décidé d'investir dans l'entrepreneuriat. D'autres éprouvent encore des difficultés à se relever de la crise. Immersion dans le secteur de la création musicale avec Mikini Moussa Kamara et Fodé Kamara. Comme un cadeau au pied du sapin, un vaccin est enfin disponible contre la pandémie à coronavirus. Une prouesse qui annonce le beau temps pour toutes les populations, mais surtout pour les artistes. Une corporation fortement touchée en 2020 par les restrictions imposées par la pandémie. Comme pour apprendre à vivre au-delà de la scène, les artistes et autres professionnels de la culture se sont plongés dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de l'artiste du coupé décalé guinéen, Oudi Premier. En ce début d'année 2021, l'artiste du peuple gère un stand d'animation, de communication et de production à la foire de Conakry. Il est patron d'une dizaine d'employés. Mon secret, c'est le travail, rien que le travail. Je me dis qu'un artiste doit préparer son avenir, doit aussi apporter un plus à son pays. J'ai quand même 12 ans d'expérience internationale que je ramène chez moi, dans mon pays, pour partager avec mes frères et sœurs guinéens et tous les artistes et tous mes petits frères qui veulent faire de la musique, leur métier, les accompagner à travers le centre culturel Oudiprod et vraiment faire ce qu'on peut pour la Guinée. Cet esprit de débrouillardise visant à s'adapter aux événements déstabilisants est très à la mode chez les artistes. Parallèlement à l'industrie musicale, Petit Kanga investit dans la restauration. Ici au Palais du Peuple, avec cette entreprise, l'homonyme du célébrissime chanteur guinéen, Souri Kanga Kouyaté, s'en sort tant bien que mal. Si tu es connu, il faut juste profiter pour te laisser pas faire, il faut profiter, il faut travailler. Bonne année à tous les fans de Petit Kanga, d'ici ou d'ailleurs, de près ou de loin. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, longévité, prospérité, beaucoup d'amour, moins de problèmes, beaucoup de paix, surtout en Guinée, dans mon pays. Téné Ndiawara, une des révélations de la musique populaire guinéenne. Après avoir conquis le cœur de plusieurs mélomanes, cette nouvelle coqueluche se prépare aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat pour plus d'autonomie. Le succès est temporaire. Il faut se planifier pour mieux préparer l'avenir, les meilleurs vœux de prospérité du nouvel an. Dans la musique urbaine, One Time et Sista Lessa envisagent déjà l'établissement d'un plan de carrière. Pour le nouvel an, je souhaiterais d'abord la paix parce que sans la paix, tu vois, non, rien ne peut marcher dans ce pays. On a encore beaucoup de projets en cours, des projets de 2020 qui n'ont pas réussi. On les projette en 2021. La musique, je voudrais me lancer dans le marketing, dans le showbiz, faire des organisations, faire des festivals, un peu partout dans le monde. À cause de l'arrêt des concerts et autres spectacles, le Covid-19 a réduit les moyens de subsistance des artistes. Une difficulté qui s'ajoute au piratage des œuvres.
Aujourd'hui, avec l'assouplissement des mesures sanitaires, on assiste à une diversification des activités au niveau des artistes. Un éveil de conscience pour générer autrement des revenus et résister à toute éventualité. En attendant, 2021 pointe à l'horizon avec beaucoup d'espérance, comme le chante si bien l'artiste Konko Malela du groupe des Balliosards. Et puis un communiqué de la HAC avant de poursuivre cette édition. La haute autorité de la communication informe la presse publique et privée que la cérémonie d'installation de la commission de délivrance de la carte de presse professionnelle aura effectivement lieu ce vendredi 8 janvier 2021 à partir de 11h à son siège au palais du 25 août. Les présidents des associations professionnelles de médias et les directeurs des organes de presse désireux de prendre part à cette rencontre sont cordialement invités. À cet effet, la HAC compte sur la présence des médias à cette rencontre afin d'assurer une couverture médiatique réussie. Conakry, 4 janvier 2021 pour la haute autorité de la communication. Boubacar Yassine Diallo. Douleur et consternation. La RTG vient de perdre un de ses valeureux techniciens. Elhadj Mangué-Souma a été chef des studios de Radio Guinée pendant la Deuxième République. Très humble et courtois, l'homme a participé à la formation de la génération actuelle des techniciens de la RTG. Même éloigné des studios de la RTG, il était souvent en contact avec certains techniciens pour des sages conseils. Elhadj Mangué est décédé ce dimanche 3 janvier à l'âge de 75 ans à Kountia, à la périphérie de Conakry. Dors en paix, doyen Mangué, tu as rendu de bons et loyaux services à la République. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.